Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc ici c'est l'hypnose pour les enfants. Donc c'est une hypnose toujours dans l'esprit de Milton Erickson. Et Milton Erickson c'était aussi le père des thérapies brèves. Donc l'orientation sera très thérapie brève et très systémique aussi. Est-ce qu'on se présente? Oui, on va se présenter. Alors, je m'appelle Valérie Koumanoff, je suis hypnothérapeute, j'ai un cabinet dans le 18e arrondissement et je suis formatrice ici à Synapse en PNL, en hypnose et en hypnose enfant. Et je suis Virginie Bernois et je suis fondatrice avec mon mari, Philippe Bernois. Je suis fondatrice de Synapse. Et c'est un grand plaisir pour moi de trouver et de vous retrouver ici aujourd'hui. Donc, on va démarrer. On va vous expliquer comment ça se passe le cours Hypnose Enfant. Donc, c'est un cours qui a été basé vraiment sur notre pratique. Comment on accueille tout d'abord les parents et les enfants. Parce que les parents vont venir bien sûr avec leur enfant, mais aussi parfois avec le petit frère ou la petite sœur. Et donc on ne pourra pas faire comme s'ils n'étaient pas là, parce que quand ils sont là, ils se manifestent, ils communiquent. Et peut-être pour nous, c'est aussi une opportunité pour trouver une solution à la problématique portée par l'enfant. Parce que souvent l'enfant est l'enfant qui porte la problématique, le problème, le symptôme plutôt familial, plutôt dans un esprit systémique. Donc on parle avec les parents et on s'aperçoit que les parents ont un souci et l'enfant aussi. L'enfant valide ce que le parent dit, tu es nul à l'école, oui, bien sûr, je le sais, oui, c'est vrai. Et la mère aussi dit, tu sais, franchement, ton comportement, c'est pas tout à fait ça, oui, c'est vrai. Donc l'enfant est toujours d'accord, ça c'est une règle essentielle à savoir, il est toujours d'accord avec ses parents. Et même on s'est aperçu que même les enfants qui étaient maltraités choisissaient toujours plutôt de revenir avec les parents plutôt que d'être placés à l'institut. Donc premier entretien avec les parents qui ne sont pas toujours positifs. C'est bien embêtant, n'est-ce pas? Parce que nous, notre orientation chez nous, elle est très positive. Donc on ne peut pas entendre les parents critiquer leur enfant devant l'enfant. Donc on est obligé de recadrer tout ça. Et on est obligé d'avoir devant les parents et devant l'enfant un langage qui s'appelle langage transformationnel. Tu veux peut-être donner un exemple? Oui, on va pouvoir reprendre les mots ou ce que disent les parents en le transformant en quelque chose de positif. Ceux qui ont fait la PNL connaissent le principe du recadrage, où on va, d'un certain point de vue, adopter un autre point de vue pour donner sur la situation une autre orientation qui sera plus positive. Donc si un parent dit que son enfant est hyperactif, ou qu'il bouge tout le temps, qu'il n'arrive pas à se tenir tranquille, on va pouvoir lui dire que son enfant a plein d'énergie, qu'il a plein de vie, que peut-être que ça va lui amener beaucoup de choses, parce qu'il va pouvoir faire énormément de choses, réaliser des choses avec toute cette énergie. Donc on va essayer d'orienter positivement ce qui est dit à propos de l'enfant. Il se peut aussi que les parents soient positifs. Ils peuvent au contraire valoriser leur enfant, dire tu es vraiment brillant quand même, ton comportement est vraiment exemplaire. Donc nous, comme on est dans l'hypnose ericksonienne, on en fait toujours plus et on va nous aussi prendre en compte cette valorisation pour que l'enfant se sente vraiment réconforté et rassuré sur ses capacités. Donc on va dire effectivement tu es très brillant, tu es un enfant extrêmement brillant, donc on valide encore plus ce que les parents nous apportent de positif. On va le renforcer, on va prendre, si par exemple il y a le père, la mère, d'autres personnes qui sont là, on va prendre tout le positif que disent ces personnes et pouvoir le renforcer, l'amplifier, en faire un gros positif qu'on va redonner à l'enfant et à tout le monde en même temps, de façon à ce que chacun puisse dire finalement, mon enfant il n'est pas tout pourri comme je croyais en arrivant, il a des qualités, il sait faire des choses. Et ça valorise aussi les parents. Aussi. Ça valorise, du coup ça les détend aussi. Vous êtes de bons parents. Et de suite, c'est vrai que ça détend l'atmosphère. Et oui, parce que souvent ils viennent quand même ici en situation d'échec de leur parentalité, on va dire, en disant voilà, je ne sais pas comment faire, j'arrive à un moment où je ne sais plus
et ils ont l'impression qu'ils ne sont pas capables. Donc c'est aussi ce langage transformationnel, redonner aux parents la confiance dans leur capacité, que c'est eux par exemple qui connaissent le mieux leur enfant. Donc c'est eux qui vont savoir aussi, qui vont trouver des solutions aussi pour leur enfant. On va leur redonner aussi cette possibilité-là pour qu'ils repartent de là déjà soulagés, rien qu'avec l'entretien de départ. C'est déjà un travail en soi. Tout à fait. Donc on va travailler un peu à la façon de Virginia Satir, qui reçoit donc toute la famille. Et on va rentrer en contact avec chaque personnalité de la famille, pour que chacun se sente en fait concerné dans cette problématique. Et donc en formation, vous allez travailler par groupe de 2 et de 3, et vous allez, à la façon de Virginia Satir, vous mettre en action pour essayer de, comme on dit en thérapie, faire le rapport avec l'enfant, la mère, et c'est une technique très particulière. Donc il y a par exemple le haut du corps qui va bouger comme ça parce que la mère bouge comme ça. Il y a peut-être les jambes qui vont être croisées parce que le père croise les jambes, et l'enfant qui peut-être hausse les épaules, et de temps en temps pour communiquer avec cet enfant. Voilà, on fait comme ça. Ça va comme ça. Voilà, il y a un petit entraînement au départ. Petite gymnastique, mais ça vient vite. En fait, on est habitué à créer des rapports avec une personne, mais quand il y en a 2, 3 ou 4, l'idée c'est de pouvoir vraiment créer le rapport avec tout le monde en même temps. Que chacun se sente validé et en confiance. Donc du coup, la thérapie se passe à 2 à 3 mois. Vous qu'on prenait l'enfant à part. Oui, en fait c'est le départ. On reçoit tout le monde, voilà, tous les gens qui arrivent, on les reçoit. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va rester avec l'enfant. Oui, c'est important de recevoir l'enfant à part, parce qu'en discutant avec l'enfant, curieusement, il n'y a pas de problème. Ça, c'est facile. Donc, le problème des parents n'est pas le problème de l'enfant. Par exemple, moi j'ai entendu dire les parents, c'est embêtant parce que franchement, il n'a pas d'amis, c'est sa maîtresse qui me l'a dit, il est tout seul dans la cour, c'est vraiment embêtant, ce problème de sociabilisation, etc. etc. Et quand on est avec l'enfant, on dit mais non, moi j'ai des amis, un tel, et ça se passe bien, on joue à ça. Voilà, donc est-ce qu'il y a des moments où tu es seul? Non, je suis toujours avec des amis. Donc pour lui, même s'il se retrouve parfois seul, il ne s'en aperçoit pas, ce n'est pas un problème pour lui. Donc s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de faire autre chose. Par contre, il se peut que lui ait des petits tracas, donc tant qu'à faire, pourquoi ne pas traiter ses petits soucis personnels en priorité? Comme ça, il voit que la technique est efficiente et comme ça lui donne confiance. Il peut y avoir la problématique des parents et la problématique de l'enfant qui vont être 2 choses différentes. Donc quand on se retrouve seul avec l'enfant, on peut avoir accès à une autre problématique dont les parents ne nous ont pas parlé et qu'on va du coup traiter en priorité puisque c'est quand même lui de priorité. Donc en même temps, ce qu'on cherche, c'est de, comme je dis souvent, de mettre un petit grain dans l'engrenage pour que la systémie soit différente. Donc changer un petit problème avec l'enfant, peut-être que ça va apporter toute une transformation. Voilà, il y a cette façon de travailler qui est très intéressante. Mais il faut bien se rendre à l'évidence, les parents attendent un résultat, n'est-ce pas? Et puis souvent ils attendent le coup de baguette magique de l'hypnose qui va faire que presque instantanément le problème va se résoudre. Donc nous ne sommes pas encore des magiciens, mais on peut faire pas mal de choses quand même. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi dans cette anamnèse d'expliquer aux parents ce que c'est l'hypnose, d'expliquer du coup en même temps à l'enfant, et puis de rassurer tout le monde par rapport à ça. Et puis de présenter aussi pour l'enfant l'hypnose plutôt comme quelque chose de ludique, comme un jeu, comme un apprentissage, comme une expérience nouvelle. Et en fait, les enfants sont assez demandeurs de ça. Tout ce qui est ludique, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est comme ça, qui peut paraître sympa, ils vont y aller. Donc il y a la problématique des parents, je dirais plutôt de la famille. Donc il se peut qu'on trouve une solution à cela. Et c'est pas forcément l'enfant qui est porteur de la solution, c'est peut-être le petit frère ou la petite sœur. Et ça c'est intéressant. On est un petit peu du coup des Sherlock Holmes, on cherche des éléments un peu partout, on questionne
qu'est-ce que tu aimes faire avec ta petite soeur ou avec ton petit frère, parce que du coup, il a des ressources envers quelqu'un d'autre, et donc il sait par exemple apprendre à quelqu'un. Donc si il sait apprendre à quelqu'un, peut-être qu'on va pouvoir utiliser cette façon de faire pour apporter encore plus de changements. Voilà, il y a plein de petites techniques comme ça, un peu à la Sherlock Holmes. On va pouvoir aussi le faire parler sur ce qu'il aime faire, sur ce qu'il fait avec facilité, ce qu'il fait avec plaisir, pour pouvoir s'en servir comme des ressources, comme des points d'appui, comme des ancrages, comme tout ce qui va pouvoir lui permettre d'affronter son problème, mais pas en allant forcément dedans, mais en se servant d'autres choses qui va lui servir pour ça. Sur quel âge? Disons que là, du coup, si le petit frère ou la petite sœur est plus grand, comme la solution peut être là, on peut l'utiliser avec le plus petit, mais d'une façon plus subtile que si on le faisait avec le plus grand. Donc on a une solution et on va l'appliquer avec des petites techniques pour les enfants. Ça peut partir de 4 ans, mais ça peut aller jusqu'à 12 ans. En fonction des âges, en fonction de l'évolution de l'enfant aussi, on utilise des façons de faire qui sont complètement différentes. Et aussi en fonction des enfants, si c'est une fille, si c'est un garçon, s'il aime les avions, les fusées, les jeux vidéo, On va s'adapter de toute façon. les princesses, voilà. C'est jusqu'à 12 ans, les livres pour enfants. Faites pas les ados. Si, après, parce que ça s'appelle encore des enfants. Si on leur dit un enfant à 14 ans, c'est... À 13 ans, bon, on commence à être un petit peu ado. Ils sont sensitifs à l'hypnose Les enfants? Ah bah oui. Ah bah oui. C'est l'hypnose tout le temps. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est que les enfants, ils ont naturellement, quand ils jouent, quand ils imaginent, quand ils parlent, ils sont en transe tout le temps. Quand un enfant il joue dans sa chambre et qu'il voit ici un château et que là-bas il y a une forêt et que là il y a un cavalier et tout, ils sont en hallucination positive complète. En fait, ils sont en transe, ils se mettent eux-mêmes. Ou quand ils jouent même à la poupée ou à d'autres petites voitures, il y a des tailles, il y a des machins, il y a des trucs. C'est ça en fait. Donc c'est un état naturel. Donc les adultes, on va les accompagner en disant tu vas faire comme si tu voyais ça, tu vas faire comme si tu es en train de faire ça, pour les aider en fait à halluciner comme s'ils étaient vraiment dans la situation. Alors que l'enfant, c'est instantané. Je suis la princesse, mais c'est pas comme si je l'étais, c'est je suis une princesse. Donc c'est pour ça qu'après, plus tard, en grandissant, on a des petits soucis, tout le monde se rend compte la princesse, tout le monde attend le prince charmant, mais il ne vient pas toujours. Voilà. Puis après, c'est thérapie de couple, enfin voilà. Alors, les enfants, c'est facile, donc l'induction, c'est rapide, parce qu'à peine on se met à faire des petites marionnettes, hop, ils sont dans l'état voulu. Et aussi, c'est facile parce que l'enfant qui vient et qui a une petite problématique, il est prêt à changer. Il n'y a aucun souci pour le changement. J'ai un problème, on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de problème. C'est ça. Il n'y a pas tous les a priori qu'il peut y avoir par rapport à la est-ce que ça marche pas, combien de temps ça va durer, rien. On leur propose quelque chose, ils le font. Et pour eux, c'est fait en fait. Ouais. Donc en réalité, c'est ça, c'est acquis. Ouais. Et donc tous les questionnements, les doutes qu'il peut y avoir, en fait, il n'y en a pas. Donc c'est super. Pour les thérapeutes, c'est génial. Il n'y avait pas les parents derrière. Alors après, ça dépend. Il y a des parents qui aussi, là en l'occurrence, je pense à un petit garçon qui était venu pour, il avait mal de transport, il avait vraiment envie que ça s'arrête. La mère avait vraiment envie que ça s'arrête. Tout le monde avait vraiment envie que ça s'arrête. Et ça s'arrêtait en fait. Donc, et c'était simple, et il était ok, et tout ce que j'ai proposé, il l'a fait, et comme ça, et en un quart d'heure, en fait, c'était arrivé. Quand c'est un problème pour les parents, mais pas pour l'enfant, Oui. comment tu solutionnes la problématique? J'ai un enfant qui ne veut pas manger, qui est au lait, qui a 3 ans, qui prend que du biberon, qui refuse de manger avec ses parents. C'est un problème pour les parents, mais pas pour lui. La question, c'est Alors on va voir. tu solutionnes la problématique avec les parents, quoi, parce que c'est eux qui se focalisent sur. On va vous présenter une façon de travailler, et peut-être que ça apportera déjà une réponse à ta question. Mais sinon, tu reviens. Après, c'est bien de rassurer les parents aussi pour leur expliquer
ce qui se passe là, c'est pas forcément grave. Oui, c'est ça. Ça va pas durer toujours non plus, qu'un enfant ça évolue, que chacun a son rythme, enfin. Ce genre de recadrage-là qui permet de un petit peu prendre du recul par rapport à ce truc horrible qui se passe à la maison comme on fait et que finalement c'est peut-être pas si grave et que voilà. Oui, parce que les adultes, pour le changement, ils sont prêts mais à moitié. Ils sont pas très chauds en réalité. Ils sont prêts à changer, mais pas trop quand même. Donc il y a beaucoup de barrières. On se pose des questions, on est tiraillés. Donc ils s'imaginent que l'enfant, pour leur enfant, ça va être un peu comme ça, puisque eux, c'est ce qu'ils vivent intérieurement. Mais en fait, c'est pas du tout. Bien au contraire, même si vous leur posez la question, est-ce que tu veux changer ça? Oui, bien sûr, je suis là pour ça, allez-y, on y va quoi. Voilà, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas tellement de peur par rapport à l'hypnose non plus, parce que si c'est ludique, il y va aussi, c'est plus les peurs des parents en fin de compte. Et moi j'ai souvent des enfants qui me disent tout compte fait, maintenant que je te vois, j'ai pas peur. Ça me rassure quand même. Donc la communication avec les enfants aussi, elle est facile du moment qu'on sait aussi se mettre un peu à leur niveau. Par exemple, si vous recevez l'enfant et que devant vous il y a un grand bureau, eh bien la communication elle risque d'être rapidement coupée. Si au contraire vous vous amusez avec lui à mettre les mains dans la farine et dans la peinture et de dessiner des choses par terre, tout d'un coup vous allez être un peu comme lui, vous aimez faire un peu des bêtises, on va dire. Bon, il faut après passer l'éponge dans votre cabinet, donc. Mais c'est comme ça. Donc oui, c'est une mise en rapport qui est différente avec les adultes, c'est ça qui est rigolo aussi. Ça se retrouver pourquoi pas à quatre pattes, voilà, en train de faire des choses rigolotes. Ça permet de faire appel à sa créativité aussi, pour savoir comment rentrer en contact avec quel enfant, où il en est de son stade de développement, de quelle façon on peut rentrer en contact avec lui. Pour que vraiment il se sente à l'aise, en confiance, qu'il se sente chez lui, là où il est même peut-être plus à l'aise que chez lui encore. Donc justement, ça donne la liberté de trouver d'autres solutions, une autre façon de voir et un autre point de vue, et ça lui donne un peu de liberté. Oui. En fait, votre cabinet, c'est d'être un grand espace où l'enfant va pouvoir ne plus avoir sa problématique, son problème, qui n'est pas forcément le sien, où il va pouvoir respirer, s'exprimer, faire un peu ce qu'il veut tout en étant en sécurité. Voilà, tout en étant en sécurité. Donc avoir des jouets, avoir des... Parce qu'on nous dit pour les adultes, il faut mieux que ça soit épuré pour pas avoir une focalisation sur un objet ou un autre. Du coup, avec les enfants, il faut avoir l'idéal, cabinet enfant, cabinet adulte. Au minimum, avoir des feutres, des crayons de couleur, des feuilles, au minimum. Après, c'est vous qui allez vous sentir à l'aise aussi. Si vous avez une épée en bois, elle va devenir magique, forcément. Après, il y a des choses qu'on peut imaginer aussi. Moi, j'aime bien les marionnettes avec les petits. Les petits qui ne parlent pas forcément, voilà. Tout de suite, il y a la marionnette, ça y est, l'addiction est faite. C'est pratique. En fait, le niveau d'hypnose n'a pas de rapport, le niveau de trance n'a pas de rapport avec l'efficacité de la séance. Donc, il peut y avoir des transes très légères qui sont très efficaces, donc on ne va pas chercher en fait la profondeur. Oui, parce que l'enfant va apprendre avec le mouvement. Donc, pourquoi se priver de mouvement? Puisque l'hypnose, après tout, c'est un apprentissage. On va faire l'expérience de quelque chose pour trouver de nouvelles solutions. Donc, on propose à l'enfant de voyager, de marcher, de rêver, et ça va être beaucoup plus efficient dans votre thérapie. Oui, il faut savoir que les signes de transe d'un enfant, ce pas les mêmes que ceux auxquels on peut s'attendre d'un adulte. Donc les enfants ils bougent, les enfants ils parlent, ils ont des yeux, ils marchent, on peut faire des tas de choses et ils sont en transe quand même. Donc avec l'enfant, c'est simple. Vous n'allez pas dire, bon maintenant ça y est, on fait de l'hypnose, puisqu'on y est, puisque votre cabinet, c'est un grand champ d'hypnose. Vous-même, vous êtes hypnose, l'enfant est hypnose par essence. Donc allons-y, franchement. Voilà, tu vois, ici, regarde au loin ces montagnes enneigées, et regarde ce lac, regarde cette prairie qui est vraiment super verte et accueillante. Est-ce qu'il y a des animaux peut-être? Oui, que des animaux gentils. Donc je te propose d'aller faire un tour dans ce paysage merveilleux qui est là pour toi,
accueillant. Mais c'est lui en réalité qui va construire tout ce paysage. Qu'est-ce que tu vois là? Il va vous dire. Et s'il y a des skieurs en haut de la montagne, il va vous dire, mais je les vois très bien. Voilà. Donc ne m'écoutez pas en doute, mais écoute ça. Mais oui, avec leur petit bonnet, tu vois pas. Ils font du ski. Ah, mais oui, je les vois très bien. Donc on va pouvoir le faire évoluer dans un espace comme ça, imaginaire. Peut-être qu'on peut suggérer ce monde est un monde agréable, sans problème, où les animaux sont tous gentils, il y a des couleurs, tout ce qui peut être intéressant pour lui. Et on va au milieu de ce parcours créer des espaces qui vont être en fait des ancrages spatiaux dans lesquels on va trouver différentes choses qui vont pouvoir être utiles pour lui. Donc certains d'entre vous connaissent déjà les ancrages spatiaux, c'est en fait un espace au sol, concret, imaginaire, qui va être associé à un état interne particulier. Donc on va pouvoir amener l'enfant dans un espace, par exemple, de sécurité. Justement, il va se sentir complètement protégé, complètement en sécurité, simplement en disant voilà, là, dans cet espace-là, c'est l'endroit où tu es complètement protégé de tout ce qu'il y a à l'extérieur. Les enfants pour les pédagogistes qui sont autistes, comment ça se passe? Autiste. Nous, on part du principe que la communication, elle se fait de toute façon. Donc, en thérapie, on va toujours là où se trouve le patient, le client. Donc, pour les enfants, c'est pareil. On va se mettre vraiment à leur niveau. Et puis, ça dépend des autistes, il y a tout un tas de différences aussi. Mais toujours à leur niveau, pas plus haut. Juste, je sais pas, imaginez un enfant qui ferait comme ça. C'est pas gênant pour nous, franchement, parce que nous, ce qui nous importe, c'est rentrer en communication, donc on va faire comme lui. C'est peut-être la première séance, il se passera pas grand-chose, mais pour lui, ce sera énorme, et pour vous aussi, parce que vous aurez établi un contact. Et après, du on va passer à et puis oh, et pourquoi pas, et puis comme ça, on va commencer à grandir, à progresser ensemble. Il y a des résultats vraiment, même avec les autistes qui peuvent vraiment être rapides. Justement par des systèmes d'ancrage aussi, où on leur fait expérimenter les différences, la sécurité, le calme, ou au contraire un espace plus dynamique. Voilà, on fait comme ça là. Parce que le cerveau, il n'apprend que par comparaison, par différence, donc par expérimentation d'une chose et son contraire. Donc il va devenir maître de ses états. Donc il va être maître de lui-même. Donc il pourra choisir soit d'être calme s'il a envie d'être calme, soit d'être dynamique s'il a envie d'être dynamique. Et ça, c'est déjà énorme. Parce que quand on va lui dire s'il te plaît, sois calme, il va comprendre ce que c'est parce qu'il aura expérimenté dans votre cabinet. Donc dans son corps. Et moi j'ai eu, c'était pas un enfant autiste, mais il faisait un peu comme, c'est-à-dire que dès que je pose une question, il disait ça, ça prend un petit peu. Et n'importe quelle question, c'est alors qu'il avait quand même 5 ans. Et il avait à l'école, il parle et tout ça. Mais bon, là, c'est comme ça. Et donc, je raconte une histoire, puis je dis voilà, c'est l'histoire de. Je sais plus ce que je racontais. Un castor, j'en sais rien. Et je disais c'est l'histoire d'un castor, qui fait ça, et donc, à chaque fois, je faisais et donc, pourquoi pas, après, utiliser, vous savez, l'approche utilisationnelle, utiliser tout ce qui arrive, en fait. Si l'enfant il fait quelque chose, ben, on peut le prendre et puis s'en servir pour attirer son attention, pour lui montrer qu'on le rejoint dans ce monde, voilà. Ça peut être intéressant. Avec les enfants, tout est encore plus possible qu'avec les adultes, parce qu'on peut encore se permettre vraiment tout, puisqu'ils ne savent pas à quoi ça non plus, donc voilà, tout est possible. Tu gardes les gens, les parents, dans le cabinet où tu... Non, alors, c'est ça. Parce que pas faire ça. Oui. Moi, hier, par exemple, j'ai vu pour la première fois un petit garçon de 5 ans. Il était vraiment très accroché à la maman, donc je me suis dit, c'est pas la peine, le premier rendez-vous de virer la mère. Et en fait, dès qu'il se passe... Enfin, on a voyagé, on a fait tantôt, je me suis retrouvée en haut de la Tour Eiffel avec lui, et on a plongé avec un tracteur multicolore pour la porte, c'était super. Mais la maman se moquait un peu, se marquait. Non, j'étais obligée de lui faire des signes, genre... voilà. Mais il se passait plein de choses en rapport avec l'enfant et je ne savais pas quoi faire de la mère. Et ça, c'était pas évident.
Alors, Alors, à quel moment on décide que si le parent- possible, c'est bien. Après que l'anamnèse soit terminée, une fois qu'on a entamé tout ce qu'elle a regardé, on a repositivé tout ce qui était possible, d'expliquer aux parents que c'est bien que l'enfant reste avec nous. Et normalement, si le rapport a bien été établi avec tout le monde, le parent a suffisamment confiance pour en fait pouvoir laisser son enfant, et l'enfant suffisamment en confiance pour aussi pouvoir laisser son parent. Après, c'est aussi possible des fois de commencer à faire de l'hypnose sur la mère, par exemple, pour lui montrer ce que c'est, lui faire un petit quelque chose, pour qu'elle puisse se rendre compte, se détendre aussi un petit peu. Et puis comme ça permet à l'enfant de voir, à la mère d'expérimenter, pourquoi pas prendre ce temps-là si nécessaire, en fait, s'il y a vraiment une crainte quelque part de la part de la mère. Ça peut être intéressant. Oui, parce que du coup, l'enfant, si les parents sont là, si la mère est là, il va pas pouvoir s'exprimer complètement. Et s'il y a une problématique qu'il a envie de vous confier, et pas forcément à sa mère, il va pouvoir le faire si vous êtes seul avec lui. Donc, surtout en thérapie, s'il se sent à l'aise, par exemple, dans ce beau paysage, une problématique va apparaître sous forme symbolique. Peut-être un chat sauvage là, qui a l'air pas commode. Du coup, on va traiter cette problématique symbolique. Donc on va aller chercher de la ressource dans un espace qu'on aura créé auparavant, un espace ressource. Un peu comme l'espace de sécurité tout à l'heure, en tout en continuant à se balader, on va pouvoir créer cet espace de ressources. De nouveau, on fait une approche spatiale, en expliquant que là, il peut trouver tout ce dont il a besoin, par exemple s'occuper de ce chat, de ce tigre, ou de ce quoi qu'il y a là. Il va pouvoir trouver dans cet espace tout ce dont il a besoin, le prendre, et puis pouvoir s'en servir. Et puis il va y pouvoir y avoir aussi un autre espace où là il y aura des choses plus concrètes, un peu comme du matériel, comme des épées, comme des super pouvoirs, comme tout ce qu'il pourra trouver d'un peu plus concret, on va dire. Donc on n'est pas obligé d'avoir tout ça peut rester imaginaire. Ça peut être aussi, pourquoi pas, le faire contacter à ce moment-là des super-héros ou des gens de dessins animés qu'il connaît, ou de films qu'il a vus, ou de BD, et de pouvoir les mettre aussi dans cet espace avec lui, pour que ces gens-là puissent lui donner tout ce dont il a besoin pour aller continuer sa route. Et vous-même, thérapeute, vous pouvez vous mettre dans la thérapie, aider l'enfant à combattre ce tigre, ce chat sauvage. Voilà, vous êtes un outil ressource aussi pour l'enfant. Voilà, donc l'enfant va choisir, voilà, passe-moi l'épée, ou va chercher le super-héros, tu sais, va l'appeler parce que moi je suis trop petit pour le combattre. Voilà. Et peut-être même le super-héros aura besoin de l'épée magique aussi. Passe-lui l'épée magique pour que je lui fasse. Voilà. Alors là, comment ça se passe? Oui, c'est bon, ça a disparu. Donc on va pouvoir continuer à se promener dans ce beau paysage. Tout d'un coup, il y a un espace vraiment très particulier, n'est-ce pas? Oui. Un autre espace qui là va plutôt apparaître comme un seuil à franchir. Comme ça peut être une porte, ça peut être un pont, ça peut prendre la forme que l'enfant voudra lui donner, et qu'une fois qu'il aura franchi ce seuil, il va pouvoir se sentir grandir. Se sentir grandir ses capacités, grandir ses ressources, grandir tout ce qu'il a besoin de grandir à l'intérieur de lui. Et le fait de grandir de cette façon-là, ça va lui permettre aussi de pouvoir regarder son problème d'une autre façon, peut-être de plus haut, peut-être qu'il va avoir des problèmes plus petits, peut-être que voilà, ça va se transformer à ce moment. Et on va pouvoir, si besoin, repasser plusieurs fois sur ce seuil pour qu'à chaque fois, ça lui apporte quelque chose en plus. C'est une théorie qui fonctionne, on va l'imaginer. Tu as du mal à se coucher. Personnellement, non. Mais sinon, tu es là pour proposer. Oui. Et si ça lui convient, dans sa tête se crée tout un monde de toute façon. Donc, c'est ok. Il y a des enfants qui ne sont pas forcément très expressifs, c'est ça. Il y a des enfants qui, au contraire, vont beaucoup parler. Ils vont dire « Ah oui, passe-moi l'épée » et tout ça. Alors que d'autres diront « Alors, il est parti. Voilà, mais c'est suffisant pour nous. On ne va pas aller plus loin. Donc, ce que Valérie vous explique là, c'est un passage initiatique, en quelque sorte. Donc, on n'a rien réinventé.
C'est important parce que ça va valoriser l'enfant, ça va lui rappeler qu'il est dans un processus d'évolution, il grandit, il a cette possibilité-là de grandir physiquement, mentalement, de trouver des ressources aussi. Et l'hypnose, c'est ça en fait, c'est aller chercher sur un autre champ, autre chose, des capacités, des ressources, même en devenir. Donc on va chercher des ressources en quelque sorte futures. Et ensuite, on va pouvoir, si besoin, le questionner sur le problème peut-être dont tu nous as parlé avant, que si jamais ça devait être un animal, quel animal ce serait? Ou si ça devait être un objet, quelle forme ça aurait? Ou si ça devait être une phrase, qu'est-ce qu'il dirait? Et de pouvoir à partir de ça, l'animal, l'objet, la phrase, pouvoir le transformer également pour que ça devienne plus acceptable, plus facile, plus agréable pour lui. À partir de cet espace-là où il aura grandi, donc tout à coup, ça va être de toute façon différent. De pouvoir continuer cette transformation-là en se servant de ces espèces de métaphores en fait, qu'il va faire et qu'on va l'aider à transformer pour que ce soit encore mieux pour lui. En tout cas, sachez bien que tout est transformable, tout est modifiable. Donc imaginez que par exemple il ne soit pas OK avec le fait de grandir aussi vite, eh bien on peut revenir en arrière. Tout est possible. Il suffit de demander à l'enfant qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'il voilà, qu'est-ce qui serait bien pour toi, vraiment. Et c'est lui qui va tout faire en réalité. Vous êtes juste là pour proposer, pour placer le décor, proposer, accompagner, orienter. Et donc, l'hypnose, c'est un état dissociatif, c'est-à-dire que l'enfant, au départ, il était là, mais il est rentré aussi ailleurs, dans un autre monde. Donc, en fin de séance, on va rassembler tout ça, et ce monde-là, il va pouvoir peut-être le faire sien, le garder en lui, et pouvoir lui expliquer qu'il a aussi la possibilité de redéployer ce monde si nécessaire. Voilà. Soit pour trouver de la ressource qu'on a déjà créée, soit pour aller chercher des outils pour se défendre. Et puis, en fin de séance, donc, voilà, on a oublié de préciser, l'hypnose avec les enfants, c'est assez bref, ça dure entre 20 et demi-heure au grand maximum. La séance thérapeutique en elle-même. Donc vous voyez, ça va très vite avec les enfants. Il n'y a pas besoin de se poser beaucoup de questions, juste on y va. Quoi. Ça laisse du temps pour parler avec les parents. Voilà. Et aussi après, parce que c'est bien de faire revenir les parents après pour et débriefer sur ce qui s'est passé avec l'enfant. Voilà. Le débriefing se fait devant l'enfant. C'est ce que j'avais dit. Oui. Parce que c'est encore une façon de recadrer, de ramener du positif, en expliquant toutes les capacités qu'a eu l'enfant et comment tout ce qu'il a développé, et tout ce qu'il a réussi à faire. Oui, et là c'est lui qui parle, c'est plus les parents. Après, en mettant en mots devant l'enfant ce qui s'est passé, on ne reste pas un petit peu de travail. Alors, il ne s'agit pas de raconter tout le détail de ce qui a pu être. C'est juste d'expliquer aux parents. On explique que leur enfant a de la ressource. Voilà. Oh. Et que ça s'est très bien passé. Oui, voilà. Tout s'est très bien passé. C'est important de le dire. D'une façon exceptionnelle. Par contre, tu es allié avec l'enfant, du coup, puisque tu règles sa problématique à lui, etc. Est-ce que tu as une. L'idée, c'est de dire aussi, c'est des secrets qu'on va partager, ils sont entre nous. Donc il y a une partie que tu ne vas pas non plus divulguer aux parents, parce que. Bien sûr. Juste tout dire. Après, quand c'est des enfants un peu plus grands, des ados, qu'il se passe quelque chose, ou qu'ils disent quelque chose, là, j'ai eu un jour une personne, son père l'amenait pour manque de concentration à l'école. Et en fait, en parlant avec elle, elle m'expliquait que quand elle n'est pas concentrée, ça lui permet d'avoir de mauvaises notes. Et que ça va lui permettre de ne pas faire la spécialité que son père voulait qu'elle fasse. En fait. Et du coup, elle va pouvoir passer dans une autre classe, je ne sais plus, littéraire, je ne sais plus ce que c'était qu'elle voulait. On est arrivé là, en fait, assez vite. Elle n'avait pas fait le lien, mais en parlant, c'était ça que ça disait. Donc je lui ai demandé à la fin si elle était OK pour communiquer ça à son père ou si elle voulait le garder pour elle. En fait. Est-ce que ce serait intéressant pour elle que son père soit au courant qu'en fait, c'est pas ça qu'elle veut faire dans la vie.
Donc on peut aussi demander la permission ou l'accord de l'enfant ou de l'ado. Sur ce qu'on dit ou ce qu'on dit pas. Voilà, pour savoir qu'est-ce qui est possible. Qu'est-ce qui est possible ou pas. Parce que des fois, ça peut être intéressant que les parents soient quand même au courant. Ça peut aider des fois. Après, ça dépend. Ça peut aider, c'est sûr. Voilà. Non, mais le fait d'y mettre un côté secret, etc., ça renforce aussi ton lien avec l'enfant et du coup, ils sont libres de dire ce qu'il a envie de dire. Et à ce moment-là, Ça effectivement, se dépend, mettre parce peut-être qu'il y en a d'accord qui vont ensuite. dire attends, pourquoi j'aurais le secret avec elle, avec ma mère, ou tu vois. Alors ça va dépendre. Ça va dépendre. Donc, peut-être que toi, tu peux te dire que c'est comme ça, et ce ne sera pas obligé de le formuler de cette façon. Ouais. Peut-être qu'il y a des enfants, ils auront besoin d'entendre ça, mais ça va dépendre. Puis vous savez bien, si on dit à un enfant, surtout ne le dis à personne. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'empresser d'expliquer tout ce qui s'est passé. Donc voilà, on reste naturel, on a joué. Les parents se doutent bien qu'on n'a pas fait que jouer aussi, j'imagine. Puisqu'ils s'aperçoivent quand même qu'il y a du changement. Mais l'idéal pour avoir quand même une thérapie sérieuse, au moins on préconise, même si avec l'enfant les changements vont vite, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres problématiques, que tout roule, que tout soit bien respecté. On demande quand même au moins 3 ou 4 séances minimum pour que ce soit vraiment bien suivi tout ça. Tu reçois aussi les parents seuls, parce qu'il arrive souvent que le problème de l'enfant il est aussi lié au comportement. C'est-à-dire qu'en faisant l'anamnèse, du coup le parent il se rend compte qu'il est un peu recadré et du coup il se dit est-ce que moi aussi j'aurais pas des petits soucis, est-ce que moi aussi j'aurais pas besoin un peu d'une petite séance. Voilà, c'est vrai que ça arrive souvent. Et c'est une prise de conscience à ce moment-là quand même. Des fois, tu peux aussi parler à l'enfant et le parent entend et du coup, se rend pas compte que c'est pour lui que tu parles, mais voilà, tu peux parler aux parents pour t'adresser à l'enfant, parler à l'enfant pour t'adresser aux parents, il y a plein de possibilités. Et on fait aussi exister les parents qui ne seraient pas là. Donc si la mère n'est pas là et que justement le père parle beaucoup de la mère, donc du coup on la fait exister parce qu'elle aussi d'une certaine façon du coup elle a quelque chose à voir dans cette systémie, donc on la prend en compte aussi, on demande par exemple au père et dans cette situation là comment serait la mère, qu'est-ce qu'elle dirait et on recadre la parole de la mère aussi absente. Il y a un secret professionnel à faire. Alors, si l'enfant est en danger, non, il n'y a pas de secret, il faut... Il y a une obligation pour faire de signalement. Ça fait partie de la profession, et c'est la même chose pour les adultes. Il y a un secret, mais dans une certaine limite, s'il y a danger pour la personne, il y a une obligation de protéger la personne. Ou d'autres personnes. Donc, en fin de séance, on n'a pas dit notre dernier mot. On va donner les prescriptions de tâches. Ça nous plaît beaucoup parce que du coup, souvent toute la famille va participer. Donc tout le monde se sent concerné et tout le monde repart content parce que tout le monde a quelque chose à faire. Voilà. Donc Milton Erickson donnait aussi des prescriptions de tâches. Ça oblige à se mettre en action, ça oblige l'enfant à prendre les choses en main. On redonne du pouvoir à l'enfant. Tu veux Oui. Alors il y avait l'histoire d'un petit garçon qui suçait son pouce et ses parents l'emmènent justement, l'enfant n'est pas forcément désireux d'arrêter, comme je disais, et ses parents l'emmènent en disant voilà, ça fait un peu dedans, machin. Et donc Erickson se met en rapport avec ce petit garçon en disant bon, t'as été à l'école, sûrement. La première chose que tu as dû apprendre à l'école, c'est que chacun doit avoir son tour. C'est le tour de l'un, puis après c'est le tour de l'autre, c'est normal, il faut que ce soit égal en fait. Donc pourquoi il n'y aurait que le pouce qui aurait droit à ce traitement de faveur et les autres doigts alors? C'est pas sympa, il faudrait que tu puisses sucer tous tes doigts, au moins aussi longtemps chacun, et avec la même conviction. Et des deux mains, s'il te plaît, parce que sinon, c'est pas juste en fait. Et donc se retrouver à devoir sucer des dents, c'est quand même un petit peu long comme affaire. Donc en même temps, il n'avait pas le choix, parce que sinon, il n'était pas sympa avec ses doigts. Donc avant ça, pour bien synchroniser, ce qu'avait dit Erickson, c'est voilà,
qu'on soit bien d'accord, c'est ton pouce, c'est ta bouche, c'est tes dents, donc c'est toi qui décides vraiment ce que tu fais. La seule chose que je voudrais te dire, c'est qu'il faut être égal avec chacun de tes doigts, parce que sinon, ça va pas. Donc il a validé le comportement de l'enfant, et il lui a fait ce qu'on appelle une prescription du symptôme. C'est-à-dire, au lieu d'arrêter de sucer le pouce, il lui demande de le faire, mais d'une façon un petit peu différente. Et c'est le un petit peu différent qui va faire que ça va changer. Parce qu'en fait, dans les symptômes comme ça, c'est le côté automatique, répétitif. Le garçon ne se rend même pas compte qu'il suce son pouce, c'est pas ce qu'il fait. Alors que là, il est obligé de prendre conscience du truc et de dire, attends, j'ai 10 doigts, alors celui-là je l'ai fait, celui-là je l'ai fait, j'en suis, tout ça. Ça l'oblige quand même à avoir conscience de l'histoire et puis de se rendre compte, ça lui prend un peu de temps. Et pour renforcer l'histoire, Erikson lui a dit, il allait avoir 7 ans. Ce garçon, il lui dit, écoute, moi je ne connais aucun garçon de 7 ans qui suce son pouce, aucun grand garçon de 7 ans, donc il va falloir que tu profites bien là, depuis quelques mois qui te restent, bien sucer tous tes 10 doigts, parce qu'après ce sera plus. Donc fais-le vraiment à fond. Donc évidemment, l'enfant est reparti chez lui avec ça, il a regardé ses doigts, il s'est arrêté avant d'avoir 7 ans. Donc ça peut être voilà, une idée. Tu m'avais raconté l'histoire d'un petit garçon qui... Ah oui, alors c'était l'histoire de... Je crois que c'était Tommy celui-là, et en fait il avait un bobo sur le front, et en fait il passait son temps à gratter cette croûte, et du coup ça se cicatrisait jamais. Donc ça faisait plusieurs années que ça durait, je crois, et les parents n'en pouvaient plus, donc ils avaient essayé de le punir, de le priver de copains, il lui avait supprimé sa batte de baseball, son ballon, il avait mis le pain sec et à l'eau, plus de dessert, plus de repas, rien. Ils avaient beau faire tout ce qu'ils pouvaient, ça va marcher, c'est bizarre. Et donc ils appellent Erikson vient dans cette maison, parce qu'il est déplacé aussi à domicile, et il dit au petit garçon, est-ce que tu veux que je m'occupe de toi? Non, je n'ai pas besoin, je ne pas m'occuper. Il dit, écoute ce que je vais dire à tes parents. À partir de maintenant, votre enfant est mon client, donc il va faire exactement ce que je vais lui dire. Et vous allez faire aussi exactement ce que je vais vous dire, parce que j'ai besoin de votre collaboration pour traiter votre enfant. Donc vous allez traiter votre enfant comme des parents doivent traiter un enfant. C'est-à-dire vous allez lui rendre ses jouets, vous allez lui rendre sa nourriture, vous allez lui rendre ses copains. Vous allez tout faire exactement pour qu'il soit heureux, cet enfant. Est-ce que tu veux travailler avec moi, Tommy? Oui, monsieur. Donc ça, déjà, c'était fait. Après, il dit, voilà, ce qu'on va faire, c'est que tu vas copier, je crois que c'était écrire 500 lignes par semaine d'une phrase qui était je suis d'accord avec le docteur Erikson pour dire que gratter cette croûte n'est pas forcément la chose la plus intéressante à faire. Enfin, une phrase comme ça, un peu bête. Mais il faut la copier 500 fois par semaine, et chaque semaine, tu m'amènes tes copies. Et tu fais ça pendant 4 semaines. Très bien, monsieur. Donc il fait ça, et puis tellement occupé à écrire ses lignes qu'il n'avait plus le temps de se gratter. Donc au bout de 3 semaines, la croûte cicatrise. Et là, ses parents lui disent, voilà, tu vas pouvoir enfin arrêter de copier cette phrase stupide. Et lui dit, non, monsieur Erikson, il m'a dit 4 semaines, donc je le fais encore 1 semaine de plus. Donc là, l'enfant, c'est aussi une façon de pouvoir reprendre le pouvoir ou ce qu'il avait envie de faire par rapport à ses parents. Et puis, donc, il amène la 4e semaine, cette feuille à Erikson, et là, Erikson lui montre les progrès formidables qu'il a fait en écriture, en précision, en propreté, par rapport à la première semaine jusqu'à la dernière. Et donc non seulement il avait guéri sa faute, mais en plus il avait eu des meilleures notes à l'école, il avait progressé, et ça lui avait appris à avoir une jolie écriture. Donc c'était aussi l'époque où on écrivait beaucoup de ça. Pourquoi pas, mais c'est moins courant, on va Puis après, on a tendance à appliquer ces techniques un peu chez soi, forcément, tant qu'à faire. Donc, mon grand-fils n'arrive pas à dormir le soir, c'est terrible, il a des insomnies, donc 11h du soir, il ne dort pas. Minuit, il ne dort toujours pas, et donc je vais le voir, je lui dis, mais vraiment, qu'est-ce qui se passe? Mais je vois bien vraiment que tu fais des efforts pour essayer de t'endormir, tu fermes les yeux, tu forces, mais je vois bien que ça ne marche pas. Donc écoute, ce que je te propose, c'est, puisque ça ne marche pas, je te propose plutôt de rester là dans ton lit à rien faire, autant te lever et faire quelques petites lignes d'écriture comme ça pour t'occuper un peu le temps. Et tout d'un coup, non, ça va beaucoup mieux. Tout d'un coup, j'ai sommeil. Je sais pas si c'est comme ça, je comprends pas. Donc je dis, bah écoute, si tu as sommeil, retourne te coucher alors.
Voilà, donc ce sont des petites techniques efficaces qu'on peut utiliser aussi Ça me rappelle au quotidien. avec ma fille, moi j'ai fait ça aussi. Elle, à un moment donné, pareil pour se coucher, elle n'arrêtait pas de s'envoler pour aller faire pipi. Je faisais une fois, deux fois. Ah, je sais pas pourquoi. Et je dis, écoute, ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas aller faire pipi. Tu vas rentrer dans ton lit. Dès que tu vas être remis dans ton lit, tu retournes en toilette et tu fais ça 3 fois de suite. D'accord. Donc elle arrive là, elle revient. Je dis, bah maintenant, il faut y aller. Elle arrive là. Elle revient, puis la seule fois, tu dis non, je vais en aller. Si, 3 fois. On a dit c'était 3 fois. Ah bon, tout se fait pas. Et puis après, elle s'est endormie, elle a plus jamais fait ces espèces d'allers-retours. Donc des fois, on n'est pas obligé de savoir pourquoi, et comment, et aussi, et puis oui, et tout. On Petite, peut faire ça sur ses propres enfants. Si c'est bien fait, on a le droit. Si c'est respectueux de l'enfant, on a le droit. Si c'est pas pour soi. J'aimerais que mon enfant fasse ci, fasse ça. Bon, je vais lui faire un petit truc là. C'est la limite. C'est la limite.